sommes toujours dans les cycles, on va dire, de webinaires autour de notre grande nouveauté, les aides auditives Allure. Je vous remettrai également dans le chat. Vous pouvez retrouver ces webinaires sur le site videxpro.fr-fr. On vous mettra le lien dans le chat box, dans le chatbot, dans le chat, pardon. Et donc, on a déjà eu l'occasion de vous présenter les aides auditives Allure, les réglages autour de Compass Cloud. On va à ce titre refaire une session sur les réglages autour de Compass Cloud d'ici une quinzaine de jours. Et là, nous avons décidé d'approfondir les nouveautés à l'intérieur des aides auditives Allure. Donc, lors du dernier webinaire, on a notamment eu l'occasion de parler de notre nouveau gestionnaire de l'Arsène. Et aujourd'hui, on va plus se focaliser sur les réducteurs de bruit qui sont présents dans les aides auditives Allure. Avant d'aller dans le détail de cette fonctionnalité un petit peu plus spécifique, je vais aller sur des choses, on va dire, peut-être un petit peu plus pragmatiques. Vous avez peut-être déjà reçu les aides auditives Allure dans vos centres. Vous avez peut-être même déjà commencé à faire des appareillages avec les aides auditives Allure. Si vous avez déjà des retours positifs, ou peut-être moins positif, mais on a des doutes par rapport à ça. On est à peu près convaincu que vos patients vont être satisfaits avec les aides auditives Allure. N'hésitez pas à nous en faire part. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les appareillages, donc je rappelle tout le processus d'installation du logiciel, hein. N'hésitez pas à nous contacter au niveau du service formation ou bien notamment de contacter votre représentant commercial pour vous aider à faire l'installation du nouveau logiciel de réglage Compass Cloud. Je rappelle également que les aides auditives Allure se règlent avec Noalink Wireless. Vous n'avez plus besoin du ProLink pour régler les aides auditives Allure. Donc voilà, gardez cette partie, gardez cette étape en tête, puisque afin que vous ayez, on va dire, les premiers appareillages les plus optimales possibles, il est bien entendu fondamental que vous ayez le logiciel d'installer. On va maintenant parler un peu des réducteurs de bruit. Et avant d'aller sur la technologie spécifique, Joël Ducournau de l'école de Nancy a eu la gentillesse de me passer une des présentations qu'il avait eu l'occasion de faire à l'EPU. Et il a fait toute une présentation particulièrement intéressante sur l'élaboration du bruit. Là, je me suis juste permis de prendre un de ces slides sur la définition du bruit. Donc, ça va être tout phénomène sonore produisant une sensation généralement considérée comme désagréable ou gênante, selon l'AFNOR. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la perception du bruit est particulièrement individuelle, ce qui va être un challenge pour nous en tant que fabricants d'aides auditives. Ensuite, si on regarde donc la définition, on va dire, dans le dictionnaire, il y a quand même toute une composante, on va dire, acoustique qui va être particulièrement importante pour nous, les fabricants d'aides auditives, dans la manière dont on va être amené à réduire le bruit. C'est-à-dire que on va qualifier de bruit tout ce qui est un ensemble de sons qui ne va pas avoir d'harmonie et typiquement en opposition avec la musique. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble relativement important à garder en tête. C'est quand on est sur une logique de bruit, on va être sur un type de signal qui va être bien entendu indésirable et qui ne va pas forcément avoir de structure harmonique. Un point qui me semble aussi particulièrement intéressant à garder en tête, donc vous avez ici les résultats de deux études, et vous avez les références qui sont indiquées. Donc une qui est particulièrement ancienne, mais enfin qui est une combinaison d'une étude ancienne et une étude un petit peu plus récente de 2015, où en fait les deux études ont eu le processus de mesure qui est relativement similaire, c'est-à-dire qu'on a pris des patients porteurs d'aide auditive et puis on leur a mis un petit peu des capteurs un petit peu partout pour enregistrer finalement dans quel environnement un patient porteur d'aide auditive vivait.
Et ces deux études, enfin ces trois études d'ailleurs, elles vont présenter des choses qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est que vous pouvez voir ici les niveaux sonores dans lesquels vivent des patients porteurs d'aide auditive. Donc ça a été fait sur une période d'à peu près un mois, si je me souviens bien. Et vous avez également les rapports signal sur bruit qui sont présentés ici. Et dans l'ensemble, eh bien, vous pouvez voir quoi? Vous pouvez voir que les patients porteurs d'aide auditive vont plutôt avoir tendance à vivre dans des environnements avec des rapports signal sur bruit plutôt positifs. Un autre point qui est assez intéressant de cette étude-là, donc vous avez l'étude de Pearsons qui date de 1977 et celle de Smets et Hall qui est de 2015. Et vous avez ici, pareil, la distribution des rapports signal sur bruit des deux études. Et vous pouvez voir que dans les deux situations, vous allez avoir finalement peu de moments où les patients vont être dans des environnements avec des rapports signal sur bruit négatifs. Cependant, vous pouvez voir que l'étude de 77 a plutôt tendance à aller vers du négatif en comparaison sur l'étude de 2015, alors que le processus de mesure était exactement le même. Et la grosse différence entre les deux études, c'est que l'étude de 77, elle a été faite avec des patients normaux entendants, alors que l'étude de 2015, elle a été faite sur des patients porteurs d'aide auditive. Donc ça montre également que, et ce qui semble relativement logique, qu'un patient porteur d'aide auditive, à la différence d'un normand-entendant, va de facto, va aller peut-être éviter d'aller rechercher des environnements bruyants de manière générale. Après, la vie fait que, voilà, dans tous les cas, les personnes vont être dans des environnements bruyants, mais gardez en tête, plutôt dans des environnements avec des rapports signal sur bruit positifs. Et vous avez ici d'ailleurs la caractérisation en fonction du rapport signal sur bruit des patients. Donc typiquement, voilà, dès qu'on est entre 0 et 5 dB, eh bien, un patient porteur d'aide auditive va avoir eu plutôt tendance à juger que on est dans un environnement particulièrement bruyant. À l'inverse, quand on est avec des rapports signal sur bruit de l'ordre de plus de 10 dB, là, la personne va plutôt se considérer dans un environnement qui va qualifier de calme. Donc voilà, ça c'est le premier point, puisque des fois, en tant que fabricant, on peut peut-être avoir une tendance à aller faire une course à l'échalote quant à la capacité d'aller obtenir une réduction de bruit dans des environnements extrêmement challengeants pour montrer l'efficacité de notre aide auditive. Cependant, il faut garder en tête que dans le quotidien de vos patients, c'est pas forcément là où ils vont vivre. Donc maintenant, on va continuer sur, on va dire, la partie un petit peu plus technologique concernant le fonctionnement de nos aides auditives. Et avant d'aller sur les réducteurs de bruit, bah, il faut que notre aide auditive, elle ait la capacité à correctement faire la différence entre ce qui est du bruit et ce qui est un signal utile pour le patient. C'est un élément qui est particulièrement important et qui est assez, je veux dire, propre à Videx, c'est que Videx va essayer de faire en sorte d'avoir une qualité d'acquisition. La première des étapes pour avoir une bonne réduction de bruit, c'est bien entendu d'avoir une bonne capacité à différencier le bruit d'un signal utile. Ce qui veut dire que la première des étapes qui est très très importante, c'est d'avoir un signal le plus propre possible dès l'acquisition. Pour ça, Videx a une fréquence d'échantillonnage sur 33 kHz, ce qui va nous permettre de récupérer énormément de subtilité d'un point de vue fréquentiel. Et le deuxième point, c'est d'avoir une acquisition sur 108 dB de 5 dB SPL à 113 dB SPL, donc d'avoir également une acquisition, on va dire, sur la hauteur qui est extrêmement large pour être là encore capable de détecter un certain nombre de paramètres. Comment on va avoir la capacité à différencier si notre signal est un signal utile ou un signal de type bruit? Et bien là encore, avoir plein de paramètres pour être capable de faire cette différence va être extrêmement utile. En l'occurrence, Videx a 11 paramètres, je ne vais pas tous les détailler ici, mais Videx va avoir 11 paramètres et on va en fait comparer ces 11 paramètres à une base de données
préexistantes dans notre aide auditive. Et en fonction de ça, c'est notamment via ce que nous allons appeler les classes de son chez Videx, on va être capable de détecter si le patient est dans un environnement extrêmement bruité ou dans un environnement relativement calme avec de la parole. Typiquement, ici, vous pouvez voir donc deux différences de type de signaux. Donc, une distribution sur 125 millisecondes d'un signal de parole de femme. Donc, vous pouvez voir véritablement la variation du signal au cours du temps. À l'inverse, quand on va être sur un bruit de voiture, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus ciblé. Donc, ça, c'est typiquement le genre d'indice que notre aide auditive va utiliser pour être capable de détecter si on est sur de la parole ou si on est sur du bruit. Bien entendu que plus on va avoir de paramètres, plus on va avoir une capacité extrêmement fine à détecter ces composantes-là. Alors maintenant, comment on va faire de la réduction de bruit? Finalement, il va y avoir deux grosses tendances dans nos aides auditives. Un élément qui est fondamental, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, ça va être toutes les composantes de directionnalité. Donc en l'occurrence avec Videx, ça va être ce qu'on appelle le locateur HD avec pavillon virtuel. Donc quand vous êtes en 440, vous allez avoir 15 canaux. Et en fait, dès l'acquisition, sur chacun des canaux, va y avoir une analyse qui va être faite afin de déterminer s'il y a de la parole, s'il y a du bruit, et en fonction de ces éléments-là, l'aide auditive va se mettre dans une configuration plus ou moins directionnelle, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement intéressant, et les éléments de directionnalité ont déjà montré depuis des années leur efficacité, euh, leur efficacité pour aider un patient à bien vivre son expérience dans un environnement bruyant. Regardons de manière un petit peu plus prosaïque et fonctionnelle. Vous avez avec cette chaîne de mesure qui s'appelle le Verifit 2, vous avez la possibilité de faire un test qu'on appelle un test de directionnalité. Donc la chaîne de mesure, c'est celle-ci, hein. Et ce qui est particulièrement intéressant de cette chaîne de mesure, c'est que, c'est une chaîne de mesure binaurale, donc vous pouvez mettre les deux aides auditives en même temps durant vos tests. Et ils vont avoir ce qu'on appelle un test de directionnalité, c'est-à-dire que vous allez avoir la réponse de l'aide auditive au coupleur du haut-parleur de devant, versus la réponse de l'aide auditive au coupleur versus des deux petits haut-parleurs qui viennent de derrière. Et donc, bien entendu, quand on met en route la directionnalité, vous allez avoir une réponse de ce qui vient de devant qui va être plus importante que ce qui vient de derrière. Le premier point qui me semble particulièrement intéressant à prendre en considération, c'est que là encore, on parle énormément des réducteurs de bruit pour juger de la performance d'une aide auditive. Cependant, gardez en tête qu'à partir du moment où vous allez être en appareillage ouvert, donc là typiquement, j'ai fait une perte à plat à 40 dB. C'est exactement le même réglage des deux côtés. La seule différence, c'est que ici, vous êtes dans un couplage acoustique fermé. Là, vous allez être dans un couplage acoustique complètement ouvert. J'ai mis mon dôme ouvert dans mon coupleur, donc ça crée beaucoup de fuite. Et d'ailleurs, la conséquence, elle est très claire ici. Vous pouvez voir que vous avez beaucoup moins de gains dans les graves que dans cette zone-là. Ça va montrer également, ça montre quoi du coup? Ça montre que les bénéfices de la composante de la directionnalité vont être beaucoup plus limités en appareillage ouvert par rapport à un couplage acoustique fermé. Mais on voit quand même des bénéfices, on peut voir quand même un petit peu de bénéfices. Un autre point qui est particulièrement intéressant ici, ce sont les petites euh, zigzags que vous pouvez observer ici. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit ce qu'on appelle le fameux effet de filtre en peigne. Donc le fameux effet de filtre en peigne, c'est quoi? C'est la problématique de synchronisation entre au niveau du tympan, donc là en l'occurrence au niveau du microphone de référence, entre le signal qui a traversé directement le dôme, donc j'ai mis un dôme ouvert, là, et le signal qui a été traité par l'aide auditive qui génère ces interférences qu'on appelle l'effet de filtre en peigne.
Donc on peut voir que ça va commencer à apparaître voilà, dès 250 Hz, et c'est plutôt entre 500 et presque 1 kg, 1,2 kg, qu'on va avoir ces problématiques d'interférence que, bien entendu, on n'observe pas quand on est dans un couplage acoustique complètement fermé. Donc ça, c'est un des challenges qu'on a pu observer avec l'effet de l'appareillage ouvert. Et ça peut amener typiquement vos patients à se plaindre sur la qualité sonore. Et une des innovations d'Allure que je représenterai dans le cadre d'un prochain webinaire, et bien typiquement on voit l'effet. Ici c'est le même, j'ai juste changé de programme, je suis passé sur le programme Pure Sound et vous pouvez voir que vous n'avez plus ces interférences qui apparaissent. Donc on a beaucoup moins d'effets de filtre en peigne quand on est passé sur le programme Pure Sound. Ce qui va faire que ça va vous permettre d'avoir une amélioration de la qualité sonore avec le programme Pure Sound. Un autre point qui est particulièrement intéressant, c'est que quand vous faites les tests, vous pouvez les faire avec différents rapports signal sur bruit et à différents niveaux sonores. Et un élément qui est bien entendu fondamental, c'est d'avoir une aide auditive qui va être adaptative. Donc une aide auditive adaptative, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre aide auditive ne va pas se comporter de la même manière à un niveau faible ou à un niveau plus fort. Également, le rapport signal sur bruit va jouer durant ces mesures. Et donc là, typiquement, j'ai fait des mesures. Donc là, je suis retourné dans un couplage acoustique fermé. Mais on peut voir que l'aide auditive ne va pas se comporter de la même manière quand on va être avec un rapport signal, enfin, quand on va être à 50 dB ou quand on va être à 65 dB ou à 80 dB. Un point qui est particulièrement intéressant donc ça montre bien le caractère adaptatif de nos aides auditives. Un point qui est particulièrement intéressant de là, la mesure que j'ai pu faire, c'est que j'ai désactivé les réducteurs de bruit. Donc là, c'est vraiment la composante de directionnalité seule qui s'est mise en place pour mesurer le bénéfice de l'aide auditive. Donc, la directionnalité, très clairement, ça va être un des premiers leviers qui va être particulièrement intéressant pour permettre d'avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle une réduction de bruit. Maintenant, on va également avoir une autre composante qui va jouer dans le cadre de la réduction de bruit, et c'est ce qu'on va retrouver avec cette innovation qu'on va avoir avec le Speech Enhancer Pro qui est présent dans les aides auditives Allure. Donc, on va continuer, vous, en tant qu'audioprothésiste, vous allez toujours continuer à travailler sur les 15 canaux quand vous allez être en 440, mais sur nos aides auditives de type 330 et 440, on va avoir une nouvelle analyse qui va se faire sur 52 bandes. Donc ça va nous permettre, là encore, d'améliorer la granularité, d'améliorer la finesse d'analyse qu'on va pouvoir avoir pour avoir un réducteur de bruit encore plus efficace. Si on va un petit peu plus dans le détail, comment ça fonctionne? Eh bien, on va avoir dans un premier temps, donc comme je vous le disais, cette extraction de la parole qui va être faite sur 52 bandes. Donc typiquement, à ce moment-là, ça va être quelque chose qui va aller très très vite. On va surtout aller se focaliser sur des notions de modulation pour être capable de faire la différence entre la parole et du bruit. Une fois qu'on a fait ce premier nettoyage très rapide, on va aller retourner sur notre analyse sur 15 canaux et là, on va retrouver le fonctionnement du speech enhancer que nous avions dans nos aides auditives, mais du coup, un speech enhancer qui aura déjà été pré-nettoyé grâce à l'analyse sur 52 bandes. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va prendre en considération la perte auditive du patient, on va regarder dans chacune de nos 15 bandes le signal qui aura été pré-nettoyé, et dans cette bande, on va à ce moment-là faire une analyse, on va faire ce qu'on appelle un calcul de Speech Intelligibility Index. Donc, on va regarder dans chacune des bandes si on a essentiellement de la parole, essentiellement du bruit ou une combinaison des deux. Et en fonction de ça, l'aide auditive va essayer d'aller placer le bruit juste sous le seuil auditif du patient. Donc ça va permettre d'avoir une réduction de bruit qui va être particulièrement efficace et rapide dans les aides auditives Allure.
Euh, Maintenant, et c'est un point qui va être particulièrement important et je vais en parler notamment pour si vous êtes amené à faire des renouvellements, puisque on va avoir tendance à vous recommander, si vous faites des renouvellements de Moment ou même de Evoque en Allure, eh bien de ne pas hésiter à aller faire un test de bruit quand le patient rentre avec ses anciennes aides auditives, entre guillemets, et puis de refaire un test de bruit équivalent avec les nouvelles aides auditives. Typiquement, ici, on a fait des tests pour comparer justement les aides auditives Allure avec les SRIC. Donc en fait, on a fait un certain nombre d'enregistrements et puis on a pris des patients porteurs d'aide auditive et on a demandé à ces patients porteurs d'aide auditive de faire des comparaisons d'enregistrements qui ont été faites via un KEMAR. Donc ces enregistrements, ils ont été faits dans la vie réelle, hein, au bar, un restaurant et dans une gare à différents niveaux rapport, pardon, à différents rapports signal sur bruit, 0 dB et plus 5 dB. Et on a demandé, en fait, donc il y a eu des paires qui ont été, des paires de simulations sonores qui ont été faites. Un coup, c'était avec Allure, un coup, c'était fait avec Moment. C'était fait, bien entendu, de manière complètement randomisée. Et à chaque fois, le patient devait juger s'il préférait l'enregistrement qui présentait le moins de nuisances sonores et l'enregistrement qui était préféré dans son ensemble. Les résultats sont sans appel, quel que soit le type de situation sonore, que ce soit en termes de préférence ou l'aide auditive qui génère le moins de gêne par rapport au bruit. Allure a systématiquement a été essentiellement préféré par rapport à Moment. Donc c'est pour ça que, comme je pouvais le dire, moi je vais avoir tendance à vous recommander de ne pas hésiter quand vous allez faire une logique de renouvellement avec vos patients de présenter un signal sonore à 65, 70 dB par exemple. Vous demandez au patient de juger, éventuellement avec une échelle visuelle analogique. Vous faites votre renouvellement avec les aides auditives. Vous demandez au patient de faire une évaluation et on peut partir du principe qu'il y a quand même de grandes chances que votre patient ressente une amélioration avec les aides auditives Allure. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites juste un test dans le silence, Allure et Moment et restant des aides auditives Videx, vous allez avoir la qualité du son Videx dans le silence dans les deux situations. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a fait des analyses comparatives d'Allure par rapport à la concurrence. Et toujours dans cette logique justement de tester, on va dire, la réduction de bruit, eh bien, on a fait des enregistrements avec les aides auditives Allure et comparé avec des RIC haut de gamme de la dernière plateforme. Donc, ces mesures, elles ont été faites en janvier de cette année. Donc voilà, on est vraiment sur des modèles particulièrement récents. Et on a placé donc le KEMAR ici avec les aides auditives et on a fait des mesures de gain d'appareil avec le réducteur de bruit allumé et le réducteur de bruit éteint. On était dans des configurations systématiquement fermées hein, pour éviter d'être affecté par la ventilation. Et ces tests ont été faits avec un ISTS à 62 dB et 75 dB SPL. Et le point très très important de cette étude, c'est que ça a été fait en omnidirectionnel. Donc on élimine complètement les effets de directionnalité. Voici les résultats avec des bruits de voiture et vous avez ici les différents rapports signal sur bruit. Donc là, typiquement, on va retrouver la composante adaptative qu'on a pu observer lors du test de directionnalité. Et bien également, quand on va avoir, moi ce que je vais qualifier, on va dire, de nettoyage spectral de notre signal, et bien là encore, notre aide auditive Allure, elle ne va pas se comporter de la même manière en fonction du rapport signal sur bruit. Ce qui est particulièrement intéressant de ces résultats, c'est que vous pouvez véritablement voir que là encore, chaque fabricant va avoir des approches assez différentes quant à la réduction de bruit. On peut voir que Videx va pas mal privilégier du coup du nettoyage spectral, puisque très clairement, ça ne veut pas dire que les autres aides auditives ont des réducteurs de bruit défaillants, c'est absolument pas le but de mes propos ici, mais de bien montrer que probablement certaines aides auditives vont peut-être plus privilégier de la directionnalité pour faire de la réduction de bruit, et d'autres aides auditives vont peut-être plus privilégier du nettoyage spectral pour faire de la réduction de bruit. Ici, très clairement, chez Videx,
la directionnalité va avoir un effet, mais très clairement, on va également avoir un nettoyage spectral qui va se faire grâce à notre nouveau réducteur de bruit. Et vous pouvez voir que ce nettoyage-là, il ne va pas se faire sur l'intégralité de la plage fréquentielle. On va quand même essayer de privilégier, de préserver, puisque là, notamment, on a des signaux de parole, pardon. On va quand même essayer de privilégier cette zone-là où il va y avoir des composantes d'intelligibilité qui vont être utiles pour le patient pour qu'il soit capable de comprendre toujours dans une situation bruyante. Puisque là encore, notre objectif chez Videx, c'est pas de faire en sorte qu'on élimine tout le bruit, quitte à aller dégrader le signal de parole. On va essayer de trouver la juste mesure entre la réduction de bruit sans altérer la qualité du signal sonore pour le patient. Donc là, ce test-là a été fait avec un bruit de voiture et vous pouvez voir que là encore, en fonction du contenu spectral qui est proposé, donc là on est avec un bruit de restaurant, eh bien on ne va pas avoir le même type de réduction de bruit. On va toujours quand même plus ou moins aller cibler vers les graves moyennes fréquences pour aller faire de la réduction de bruit sans éviter d'aller altérer dans les hautes fréquences, mais on ne va pas exactement avoir le même comportement que ce soit en fonction du type de bruit qui est proposé et bien entendu en termes de niveau sonore. Donc, vous voyez que là, si on est avec un niveau sonore de type de bruit beaucoup plus élevé, eh bien, on va avoir une réduction de bruit beaucoup plus importante qui va se mettre en place. Là où les autres fabricants vont peut-être avoir plus une réduction de bruit, peut-être un petit peu plus homogène sur l'ensemble des bandes de fréquences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez important à garder en tête quand vous allez tester nos aides auditives. J'en profite également. Ici, j'ai utilisé le test de réduction de bruit donc, qui est proposé dans le Verifit. Donc, comment vous pouvez lire ces mesures? Eh bien, vous avez ici la mesure de la réponse de l'aide auditive au coupleur qui est faite à T0, d'accord? Et puis après, on laisse tourner le système. Donc moi, là, en l'occurrence, je l'ai fait tourner une trentaine de secondes. Et donc, comme c'est que du bruit, donc là, en l'occurrence, que du bruit rose, eh bien, l'aide auditive se dit, ouh là là, c'est que du bruit, je baisse, je suis capable de détecter que c'est du bruit, et je vais baisser. Donc là, en l'occurrence, on a eu un gain de réduction de bruit de l'ordre de 9 à 10 dB sur les deux premières mesures. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que ce que je voulais vous montrer avec ces mesures-là, je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est que, en l'occurrence, quand on est que dans un type de bruit, sachant que là, le bruit va venir du devant, si je ne me trompe pas, eh bien, la directionnalité ne va pas jouer, puisque là, j'ai fait les mesures en étant en omnidirectionnel et avec le locateur HD avec pavillon virtuel. La mesure a été faite à 65 dB. Et la directionnalité ne va pas jouer, c'est vraiment le réducteur de bruit dans une situation de bruit exclusif qui va prendre le pas. Vous pouvez voir également ici l'impact de si vous passez dans le logiciel Compass Cloud de réduction de bruit équilibré à réduction de bruit confort, eh bien vous pouvez voir que vous allez avoir une différence quant à la réduction de bruit qui est qui est plus importante. Alors après, il faut toujours quand même bien faire attention. Si vous regardez dans le logiciel Compass Cloud, il est recommandé d'aller choisir sur équilibré. Moi, je ne vais pas vous recommander de vous mettre systématiquement sur confort, puisque il est possible que, à aller trop chercher de la réduction de bruit, on va peut-être avoir un impact sur le spectre du signal de parole. Et c'est pour ça qu'on continue à proposer on continue à proposer ce programme-là pour des patients qui vont avoir des besoins de confort pur et dur, mais dans une logique de trouver le bon équilibre entre la compréhension et la réduction de bruit, on va plutôt avoir tendance à vous recommander de rester sur équilibré. Le dernier point qui est important à mentionner, c'est quand on regarde dans les résultats de l'étude, c'est D plus 3 dB, par exemple, comme on peut voir ici, ou même D plus 6 dB ici. Donc, même dans des rapports signal sur bruit positifs, notre aide auditive va avoir tendance à être fonctionnelle, ce qui est particulièrement intéressant puisque quand on se réfère à l'étude de 2015 de Smets et Hall, que j'ai pu vous montrer au début, c'est là où les patients ont plutôt tendance à vivre de manière générale.
Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est comment Videx utilise l'intelligence artificielle dans le cadre de la réduction de bruit. Eh bien, chez Videx, on va l'utiliser via l'application et notamment avec notre nouvel assistant qu'on a pu développer dans l'application, où à partir de là, on va avoir une sorte de chatbot qui est alimenté par l'intelligence artificielle, qui va suggérer, voilà, qui va poser la question de savoir dans quel environnement tu te situes. Et à ce moment-là, on va également demander quelle est son intention d'écoute, puisque dans certaines configurations dans lesquelles on va être dans un environnement bruyant, parfois on va avoir envie d'avoir exclusivement du confort, mais dans d'autres situations, on va avoir envie de profiter de conversations dans la situation bruyante. Donc là, l'intention d'écoute est différente. Et c'est là où l'intelligence artificielle va être particulièrement intéressante, puisque grâce aux centaines de milliers de données qu'on a déjà pu collecter des Evoque, puisque cette fonctionnalité-là, elle a été implémentée chez Videx dès 2019 avec Evoque, eh bien, on est capable, en fonction du souhait du patient, de son intention d'écoute, grâce au machine learning utilisé par l'intelligence artificielle, d'aller faire des propositions de modification de paramètres, notamment de cet égaliseur sur les graves, médiums, aigus, et également sur le compresseur à vitesse variable. Et ça va permettre d'avoir un réglage adapté à l'intention d'écoute de votre patient. On a même une version un petit peu plus aboutie avec des procédés de choix. Donc, on va comparer différents types de situations sonores, sachant que du coup, ces situations sonores-là, eh bien, elles ont été là encore alimentées par le machine learning pour être capables d'atteindre un, un optimum, un maximum beaucoup plus rapidement. Vous n'auriez pas la possibilité de le faire, d'aller tester pas au dB près et tout. C'est là où l'intelligence artificielle est extrêmement utile. Et c'est là où, par rapport au caractère individuel de l'appréhension de chaque individu par rapport au bruit, l'intelligence artificielle va être extrêmement utile puisque ça va véritablement permettre de créer quelque chose d'extrêmement spécifique, d'extrêmement personnalisé pour répondre aux besoins de votre patient. Voilà, donc en conclusion, les aides auditives proposent des solutions de plus en plus efficaces pour aider à mieux comprendre dans le bruit et Allure très clairement répond à ce besoin-là grâce à notre nouveau réducteur de bruit et notamment cette analyse sur 52 bandes. Pour résumer de manière très simple, Allure, notamment vis-à-vis de Moment, va avoir un réducteur de bruit qui va être plus rapide grâce à la vitesse de notre puce mais également plus efficace pour être capable de bien nettoyer le signal. Videx va avoir un réducteur de bruit qui va être une combinaison donc, de directionnalité, mais comme vous pouvez le voir, Videx va avoir une réelle qualité de nettoyage de notre signal, là encore grâce à notre fonctionnalité de Speech and Answer Pro. Euh, En tant que fabricant, peut-être que chaque fabricant ne va pas cibler finalement les mêmes rapports signal sur bruit pour être le plus efficace. Et c'est vrai que Videx, là encore, dans son approche très naturelle du traitement du signal, eh bien, a voulu savoir dans quel environnement sonore les patients vivaient et s'assurer que la qualité du signal dans un environnement sonore qui correspond à la réalité du patient, eh bien, on va être capable de fournir une qualité sonore exceptionnelle auprès de vos patients. Le dernier point à garder en tête, c'est que en appareillage ouvert, toutes ces innovations technologiques, elles peuvent quand même avoir un impact un peu plus limité. Et très clairement, c'est le genre de choses qu'on peut même voir un petit peu en chaîne de mesure. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, enfin dans le cadre de l'étude. Alors là, c'est pas des mesures de RSB en sortie hein, vraiment qu'ils ont fait. Ça a été vraiment des mesures de gain, réducteur de bruit allumé versus réducteur de bruit éteint. On est en train de travailler là encore sur des mesures un petit peu plus complémentaires pour avoir là encore des choses un petit peu plus détaillées sur ces composantes-là. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de données voilà, d'analyse de rapport signal sur bruit spécifique en sortie.
Euh, le Danemark ne m'en a pas fourni, pour être honnête. Et moi, là, je suis en train plus de faire des analyses de mesures via le Verific. Là, vous avez pu voir aujourd'hui des résultats préliminaires. Mais probablement qu'en juin, je réorganiserai un webinaire sur ce sujet-là, où on va faire des comparatifs un petit peu plus poussés de nos aides auditives Allure avec ce bel outil qui est le Verifit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, merci beaucoup. Vous avez mon contact. Comme je vous disais, ces webinaires sont enregistrés, sont disponibles sur le site et euh, je vais répondre à votre question après. Et on va vous mettre dans le chat le lien pour avoir accès euh, pardon, pour avoir accès aux différents webinaires, mais vous allez voir qu'il y a également beaucoup de contenu à disposition. On a également mis notamment tous les vides express depuis à peu près une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes à regarder là-dedans. Donc oui, pour répondre à votre question, non, effectivement, pour l'instant, on peut le, le logiciel ne prend pas en compte si les mesures ont été réalisées. Enfin, il prend pas en compte. Oui et non. C'est-à-dire que mais on va dire de manière très spécifique, comme on pouvait l'avoir dans Compass GPS, le logiciel ne prend pas en compte ne prend pas en compte si la mesure a été faite aux inserts ou au casque, mais c'est là où, dans une certaine mesure, enfin dans une grosse mesure, le test qu'on appelle maintenant étalonnage acoustique avec la fonctionnalité de trou acoustique va permettre, dans une certaine mesure, de corroborer si le niveau de fuite en fait qui peut y avoir, qui peut y avoir, et dans une certaine mesure, ça permet de compenser le fait que la mesure ait été faite, que ce soit au casque ou aux inserts. Mais pour l'instant, en tout cas, la mesure n'est pas c'est entre guillemets comme ça que le test va être fait avec nos aides auditives. Et donc oui, ma collègue Manon a mis le lien pour les webinaires. Vous avez mon contact, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Je rappelle également, voilà, n'hésitez pas également si vous avez des questions quant à l'installation de votre logiciel, soit de vous rapprocher du service formation, soit de vous rapprocher directement de votre représentant commercial pour vous assurer que vous ayez bien accès au logiciel de réglage. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.